Cette semaine, dans Question d'argent, la Coupe du monde de football suit son cours au Qatar. Nous vous donnerons les chiffres clés de cette compétition. Nous irons ensuite au Maroc, l'une des destinations de chirurgie esthétique les plus prisées. Je veux faire cette opération pour être une star, pour être comme les influenceurs, comme les stars sur Instagram, comme les jeunes, quoi. C'est ça. Et rencontre inédite en fin d'émission avec la star de la musique congolaise, Fally Ipupa. En tout cas, aujourd'hui, je fais du talk of music. La musique congolaise de base, avec nos super belles mélodies. Bienvenue à Abidjan, à Cocody, avec cette incroyable vue du chantier du 5e pont qui devrait être inauguré dans quelques mois. Je suis Nicolas Négoce et vous regardez Question d'argent, le programme de BBC News qui met en lumière les initiatives, les entrepreneurs et les entreprises qui font bouger l'Afrique. Beaucoup d'entre nous ont les yeux fixés actuellement vers le Qatar où se déroule la Coupe du monde de football. Comme ici, dans ce bar de Blocos en Côte d'Ivoire, un événement unique en son genre. Nora Bida nous en dit plus. 200 milliards de dollars, c'est ce que coûte la Coupe du monde au Qatar. Alors voici quelques chiffres. La Coupe du monde 2022 au Qatar est presque 15 fois plus chère que celle en Russie en 2018. C'est la première Coupe du monde au Moyen-Orient, avec en tout 32 équipes qui s'affrontent au cours de 64 matchs dans 8 stades situés dans 7 villes différentes. Le pays attend 1,5 million de visiteurs et près de 3 millions de tickets ont été vendus. Le Qatar a dépensé 220 milliards de dollars pour cette Coupe du monde. Il y a 130 000 chambres d'accueil et il faudra débourser en moyenne environ 200 $ par nuit pour dormir dans une chambre comme celle-ci. Mais l'industrie hôtelière espère que ce sera un bon investissement pour le futur. Nous avons entamé beaucoup de projets, mais nous nous projetons sur le long terme. On ne se limite pas seulement à la Coupe du monde. Mais il faut qu'on utilise cette opportunité pour commercialiser ces projets maintenant, pour que les spectateurs puissent revenir et faire prospérer l'économie. Le tournoi se déroule habituellement en été, mais en été, il ferait bien trop chaud au Qatar. Il a donc été déplacé en fin d'année pour que les fans et les joueurs puissent profiter d'un peu de fraîcheur. C'est la première fois que le Qatar participe à une Coupe du monde et le plus petit pays hôte promet un tournoi pas comme les autres. Le pays espère que cette Coupe du monde pourrait rapporter jusqu'à 17 milliards de dollars à son économie et diversifier ses revenus. Liposuction, lipofilling, injection de Botox. Avec l'émergence des réseaux sociaux, le nombre de personnes qui rêvent de transformer leur visage ou encore leur silhouette n'a jamais été aussi élevé. À Casablanca, au Maroc, Lilafa Amouzo est allée à la rencontre de jeunes femmes qui ont cédé à ces nouveaux diktats des temps modernes. Brazilian butt lift, Blowtox, Newtox, Fox Eye Lift. Le nombre de personnes ayant recours à la chirurgie esthétique n'a cessé d'augmenter ces dernières années et le Maroc n'échappe pas à cette tendance. Dans cette clinique de Casablanca, la patientèle afflue pour voir le docteur Guessous, star des réseaux sociaux pour sa spécialité, le Ferrari Design. Je veux faire cette opération pour être une star, pour être comme les influenceurs, comme les stars sur Instagram, comme les jeunes, quoi. C'est ça. Enda Brencia est tunisienne. Elle a fait le voyage de Tunis à Casablanca pour une intervention connue sous le nom de liposculpture. Ma ventre m'a fait beaucoup de problèmes. Que je fais des régimes, je fais du sport et tout. Mais malgré tout ça, je ne trouve pas de solution. Enda est consciente des risques associés à cette opération, comme les saignements, les réactions allergiques ou encore une mauvaise cicatrisation, mais elle est déterminée. J'ai peur de douleurs, j'ai peur des cicatrices, les petits détails, c'est tout. Elle dit avoir économisé pendant des mois pour s'offrir cette intervention à la mode qui coûte approximativement entre 4 000 et 10 000 $ au Maroc. Il y a le BBL que tout le monde connaît, c'est le Brazilian Butt Lift. C'est les Brésiliens qui ont décrit cette technique. C'est des formes plutôt minces avec des fesses rebondies et plutôt sportives. Au Maroc, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est les patientes qui l'ont créé, qui me demandent d'avoir plus de hanches, plus de côtés, parce qu'elles imaginent, elles veulent, comme ce qu'on voit ici sur
sur les tableaux, des formes plus évasées sur la largeur. La procédure consiste à prélever de la graisse à l'aide de petites canules insérées sous la peau dans une ou plusieurs parties du corps, généralement le ventre ou les cuisses, pour ensuite la transférer dans les fesses. Nous nous intéressons à certaines zones de graisse qui est génétique héréditaire. Cette graisse-là et cette graisse-là, elle l'a héritée. La première étape, affiner la taille du patient et redessiner ses abdominaux. Ça, c'est des lignes. On va faire du J-plasma, qui va permettre de rétracter la peau. Ici aussi, il y a de la peau qui bouge. On va utiliser du body tight, c'est de la radiofréquence, faire fondre la graisse, de creuser les dessins et faire coller la peau avec le muscle. Quelques dernières paroles rassurantes du docteur et Enda est prête à partir au bloc. Donc on rentre et cet appareil qui est là, il va permettre de chauffer la graisse à 60 degrés et chauffer la peau aussi. Donc ça permet d'émulsifier la graisse qui va sortir de façon plus homogène. La première étape est terminée. Le chirurgien va maintenant réinjecter la graisse prélevée dans les zones que Enda souhaite accentuer. Cette opération n'est pas sans risque. Selon une étude publiée en 2018 par la Task Force for Safety in Gluteal Fat Grafting, le taux de décès lié à cette technique est d'environ 1 sur 3000, ce qui en fait l'une des interventions esthétiques les plus dangereuses. Si la procédure adéquate n'est pas respectée, ces chirurgies esthétiques peuvent conduire à des situations tragiques, telles que de graves infections cutanées, une perte de sensibilité ou même une embolie pulmonaire qui se produit lorsqu'un caillot de sang vient se loger dans les artères des poumons et bloquer le flux sanguin. Fin de l'intervention. Enda va maintenant rester sous observation pendant 24 heures avec des analgésiques et des sédatifs pour soulager la douleur. Après une semaine, elle devra revenir pour un examen. Les fils de suture seront également retirés à ce moment-là. Les heures passent et les interventions se succèdent. Le docteur Guessous accueille une autre patiente, Zara, une habituée de la clinique. Ça demande aujourd'hui des injections de Botox. On va faire ce muscle-là. Ok. Et ce muscle-là, c'est eux qui donnent la contraction. Cette procédure consiste à injecter une toxine dans les muscles du visage pour bloquer la production d'un neurotransmetteur qui affecte le fonctionnement du cerveau et des muscles. Cela provoque une paralysie du muscle et l'empêche de se contracter. L'effet peut durer jusqu'à 6 mois, après quoi une autre intervention est nécessaire. Tu veux qu'on remonte les sourcils un peu? Juste un peu. Juste un peu. Ça me dérange absolument pas de dire que j'ai refait ma bouche, j'ai fait ma botox, filler, sans des choses qui sont devenues normales de nos jours, comme aller chez le coiffeur. En 25 ans de pratique, le docteur Guessous constate une évolution du profil de ses patients. Les patients sont de plus en plus jeunes. Les filles de 17 ans, après le bac, veulent faire leur nez, elles veulent faire leur sein, elles veulent faire leur corps très tôt. Elles sont accompagnées par leurs parents qui adhèrent à ces idées. C'est un fait nouveau. On va dire de 7 ou 8 ans. Et je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. Et je pense que Instagram a révolutionné notre monde, notre mode de vie, notre mode de communication et aussi dans le domaine de la chirurgie esthétique. On se retrouve dans une situation de dire non plus que dire oui. Puisque si on m'apporte par exemple des photos de Kim Kardashian et on veut la même chose, je vais dire non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avec l'émergence des selfies, des Snapchat et autres filtres Instagram, les chirurgiens esthétiques confient être submergés par des demandes de plus en plus irréalistes de la part de leurs patients. On revient maintenant à Abidjan pour rencontrer une véritable passionnée de conduite. Son nom, Blandine Sadia. Elle a fondé sa propre société de transport et a entre autres pour objectif d'inspirer les jeunes filles. Notre collègue Laté Wadi Larson l'a rencontré pour nous. Les gens me disaient que ce n'est pas normal qu'une femme exerce ce métier. En tant qu'apprentie, normalement, je devais être au foyer. Mais je ne me décourageais pas. Je disais toujours à ces personnes, dans la vie, on est libre de faire ce qu'on veut. Bonjour à tous, je me nomme Sadia Ongbe Blandine. J'étais apprentie Minika communément appelée Baka, vice-présidente à la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire.
En 2014, je viens à Djamé. Je commence à vendre des accessoires de téléphone et puis réparation de téléphone dans un magasin ici. Comme j'étais habituée à la gare routière ici, je chargeais aussi des téléphones des clients, des chauffeurs et des apprentis, des commerçants à 100 francs. C'est ainsi que j'ai décidé de me lancer dans l'apprenti Gbaka. Et une fois, j'ai demandé à un chauffeur comment ça se passe au niveau du transport Gbaka. Depuis toute petite, mon rêve était de devenir conductrice. Je fabriquais des boîtes pour faire des voitures. Voici mon ancien chauffeur. J'ai passé mon permis en 2015. Je cherchais la main, donc j'avais décidé totalement d'être apprenti Gbaka malgré j'ai mon permis de conduire. C'est un métier du tout qui n'est pas facile. Bon, il y a des personnes qui encouragent, il y a des personnes qui découragent. Mais ça ne me gênait pas parce que d'un côté apprenti Gbaka, il y a des passagers franchement qui aimaient mon affaire. À chaque fois quand je viens garer la voiture, les passagers, plusieurs personnes veulent monter dans mon Gbaka, mais il n'y a pas suffisamment de place. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise à ma propre société dénommée Sadia Transport. Je partais donner recette aux gens, 30 000 par jour. Quand je calcule, je dis bon, et si je créais moi-même ma société et puis j'embauchais les filles qui sont en train de venir dans le transport de jour en jour, raison pour laquelle j'ai décidé de créer la société. J'ai mis l'association des jeunes femmes exerçant des métiers dédiés aux hommes, en abrégé AJFMDHCI, en place parce qu'aujourd'hui, dans les différents secteurs d'activité, on trouve des femmes qui exercent des métiers dédiés aux hommes. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas d'association qui est dédiée aux femmes exerçant des métiers dédiés aux hommes. Donc, j'ai décidé de le faire pour que ces jeunes femmes puissent bénéficier des financements à leur projet, parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui veulent se donner beaucoup au travail, au métier, mais ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas d'encadrement, personne pour pouvoir les suivre et les guider. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, tout est possible. Les métiers d'hommes, les femmes arrivent quand même à exercer. Bienvenue dans cette deuxième partie de Questions d'argent que je vous présente depuis Abidjan. Bloqué, 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 un titre qui a été l'un des succès musicaux cet été. Le dernier son de Fally Ipupa, un nom qui rime avec rumba et loketo. Lors de son récent passage à Londres dans le cadre de sa tournée mondiale, l'artiste congolaise s'est entretenue avec mes collègues Niacha Michel et Marie-Josée Missia. Écoutez. En tout cas, aujourd'hui, je fais du Tokos Music. La musique congolaise de base, avec nos super belles mélodies, la guitare congolaise, notre super langue, lingala, mais faite à ma manière, révisitée en fait. On veut connaître l'artiste. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Quelle est ta source d'inspiration? Moi, c'est la vie quotidienne, la nature, la femme. Et tu aimes les femmes? Ouais, je pense que voilà, la majeure partie de mes chansons parlent de la femme. Donc voilà, c'est. Elles parlent aussi d'amour, tes chansons? L'amour, ouais. Il n'y a pas d'amour sans la femme. Comment les artistes africains peuvent-ils gagner leur vie avec la montée du streaming? En vendant des streamings de vrai, pas de la triche. Le streaming, ça reste du virtuel quand même. Mais c'est bien, c'est bien. Le monde évolue, donc on est obligé de faire avec.
Parle-nous un peu de ton travail au niveau humanitaire. Tu es depuis 2021 ambassadeur national de l'UNICEF en RDC. Est-ce que c'est important pour toi de porter ce genre de cause? C'est important. Aujourd'hui, je pense que le monde a besoin de nous. C'est-à-dire quand je dis nous, c'est-à-dire moi, toi, toute personne pour pouvoir changer, pas vraiment changer le monde, mais apporter ne serait-ce une petite solution aux problèmes qu'on a. Moi, en tant que Congolais, je me suis senti obligé de prêter mon image, ma voix, mon énergie. Quel conseil donnerais-tu aux artistes qui souhaiteraient marcher sur tes pas? Marcher dans le droit chemin, aimer la musique plus que le star system, aimer la musique plus que tout. Beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifice, il ne faut pas que les gens déforment. Vous savez, les Congolais, les Africains, ils sont sacrifices. Ça veut dire que moi, je passe tout mon temps en studio. Je pense tout mon temps à réfléchir comment sortir un son, comment enregistrer, comment écrire. Et beaucoup d'énergie. Et rester focus sur la musique. Je pense que si vous mettez tout ça ensemble, il n'y a pas de raison que vous ne pétiez pas. Et alors un petit cadeau pour les téléspectateurs de BBC Afrique? Choisis la chanson alors. Service. Zelanano, kobanda service te, tangweza mulai, butunyo soya lelo. Zelanano, kobanda service te, Jenny, tangweza mulai, butunyo soya lelo. Merci. Et on reste au Royaume-Uni pour découvrir la Power List, cette fameuse liste des 100 Africains ou Afro-Caribéens les plus influents qui a été dévoilée il y a quelques semaines à Londres et Gino Taylor y était. La scène est pleine d'histoires de réussite, de personnes qui sont parties de rien, mais qui maintenant possèdent ou dirigent des entreprises valant des millions de dollars. C'est le cas de Tevin Tobun. PDG d'une société de logistique, il a commencé avec $600 en poche et aujourd'hui, il détient une entreprise estimée à plus de 360 millions de dollars. Son entreprise livre des produits alimentaires au nom des plus grands traiteurs et grossistes en Angleterre. Je pense qu'en affaires, vous aurez toujours des hauts et des bas. Il faut savoir remonter la pente. Si vous rencontrez des difficultés dans votre business, vous pouvez venir ici et parler à quelqu'un qui va vous encourager. Ensuite, vous pourrez revoir vos plans et continuer. En tant que PDG et en tant que gérant qui est à la barre depuis 21 ans, croyez-moi, je sais à quel point cela peut être solitaire. Je pense que parfois, ces événements vous font avancer. Je pense donc qu'il est important de célébrer les moments difficiles autant que les moments les plus heureux. Power listies are being honored here today. 100 personnes sont mises à l'honneur sur cette liste. Certains manquent à l'appel, d'autres sont des noms bien connus, comme Edward Enfoul, rédacteur en chef de Vogue, Idris Elba et Stormzy. La liste est publiée chaque année avec des candidats jugés par un panel de médecins, d'avocats et de chefs d'entreprise noirs éminents. En plus de célébrer les accomplissements, les invités peuvent profiter d'un programme très divers, de mets variés, mais aussi simplement de se retrouver entre amis. Dans le top 10 de la liste de cette année se trouve Sandy Okoro. Elle est directrice juridique d'une banque britannique après avoir travaillé à la Banque mondiale. Elle a connu des obstacles tout au long de son parcours. J'ai fait face aux défis habituels comme la discrimination par rapport à mon genre ou à la couleur de ma peau. Les plus grands défis étaient dans ma tête. Je pensais que je ne pouvais pas accomplir certaines choses, mais je me suis quand même forcée à les faire. Je dis souvent qu'on se nuit à soi-même. J'ai simplement choisi de ne pas faire d'auto-sabotage et de suivre mon ambition. Ces dernières années, sur le continent, il y a eu un boom chez les investisseurs en bourse. Il faut dire que l'Afrique est le continent le plus rentable au monde. Et si vous aussi, vous souhaiteriez investir en bourse, voici les conseils avisés d'un expert.
Entre 2006 et 2011, le continent a enregistré le taux de rendement le plus élevé avec un taux de 14%. À l'échelle mondiale, le rendement boursier en Afrique était de 7,1%. Les secteurs de la santé, de la tech et de l'agriculture sont aujourd'hui les plus prisés par les investisseurs en bourse. Sur le continent, 35 places boursières existent au Cameroun, au Nigeria, au Maroc, en Afrique du Sud notamment. Alors, pour investir en bourse en Afrique, il faut passer par des sociétés anonymes qu'on appelle des SGI, des sociétés de gestion et d'intermédiation. Elles accompagnent leurs clients dans le placement en bourse et contribuent au financement de l'économie de l'UEMOA. Et depuis 1996, 12 milliards de dollars ont ainsi été injectés grâce à elles dans l'économie des États africains et dans les sociétés privées du continent. Guillaume Pichery, que vous avez un tout petit peu entendu, s'occupe de la gestion de portefeuille. Il a fait du placement en bourse son métier. Et voici son explication sur comment éviter les pièges. Il vous donne également ses conseils clés pour commencer à investir en bourse. Alors la première règle d'or pour investir en bourse, c'est assez évident, mais on n'y pense pas toujours, c'est de ne jamais avoir besoin de son argent. Effectivement, lorsqu'on a besoin de son argent, par exemple, si on veut emprunter dans 1 an ou 2 ans et qu'on investit en bourse, on peut se retrouver malheureusement dans une situation où les marchés ont baissé, votre investissement a baissé et vous devez vendre vos actions pour effectuer votre prêt immobilier et vous vendez au pire moment alors que sur le long terme, c'était peut-être un bon investissement. Donc il y a une chose qui est assez simple et qu'on peut faire si on n'a pas un capital très important mais pour investir quand même, ça s'appelle l'investissement progressif. Donc on va dédier chaque mois une petite partie de son salaire qu'on va virer sur un compte, sur votre compte titre ou une assurance vie par exemple, une assurance vie tout simplement, et ça vous permet de constituer un capital progressif et d'investir tranquillement, progressivement. Pour des personnes qui ne vont pas forcément connaître, il y a des actions très sûres avec des sociétés qui sont établies et derrière il y a des sociétés peut-être un peu plus à risque. Donc exactement. On peut aller sur 2 tableaux. Quels sont les avantages et risques des 2 côtés? Alors, ce qui est important, je pense, de manière générale, c'est ce qu'on appelle la diversification. Vous avez effectivement des sociétés de plus petite taille, par exemple, qu'on va appeler des sociétés de taille de capitalisation moyenne, ou même des petites capitalisations, donc des small cap en anglais. C'est des sociétés qui peuvent être plus risquées, où le potentiel de gain, évidemment, est plus important, mais le potentiel de perte peut être très très important sur des marchés comme 2008 par exemple, où là les pertes ont été de moins 40, moins 50%. Donc effectivement, il faut arriver à trouver un mix qui vous permet d'associer les deux, donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a 2 produits qui peuvent être intéressants pour des particuliers qui commencent à investir sur les marchés. Donc on a ce qu'on appelle les ETF, donc ce sont des produits très simples qui vont, donc vous achetez un produit financier, vous investissez dans ce produit et donc vous faites un seul investissement et dans ce produit vous allez avoir des répliques des grands indices actions mondiaux. Donc par exemple pour la France, vous avez des ETF sur le CAC 40 et donc avec un investissement vous allez investir sur 40 actions. Donc votre portefeuille va être beaucoup plus diversifié. C'est un premier moyen de diversifier simplement son portefeuille sans le faire vous-même en suivant 10 titres, 20 titres, 30 titres. Vous avez également ce qu'on appelle la multigestion, donc vous allez investir dans des fonds d'investissement où là vous déléguez la gestion de portefeuille à des professionnels, par exemple. Du coup, donc Guillaume, pour résumer, pour terminer cette chronique, en 3 points, l'action et l'achat en bourse, ce serait? Alors les 3 points principaux, n'ayez pas besoin de votre argent, première chose. N'ayez pas peur de perdre de l'argent, puisque ça peut arriver, à tout moment vous pouvez avoir votre compte qui est dans le rouge, ça va remonter progressivement, n'ayez pas peur. Et 3e point, diversifiez vos investissements. Et on se quitte là-dessus sur ces bons conseils. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les reportages de Questions d'argent sur la page Facebook de BBC Afrique. Et après les avoir regardés, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Question d'argent.